Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de juillet 2023. Alors aujourd'hui nous poursuivons cette playlist sur les sciences occultes avec le sujet des phénomènes paranormaux. Dès que l'on s'intéresse à l'ésotérisme, aux sciences occultes plus spécifiquement, le paranormal est une notion qui revient en permanence. On pense évidemment aux expériences de mort imminente, à la télépathie, à la psychokinésie, à tous les autres pouvoirs magiques ou mystérieux qui pourraient potentiellement exister, et cela va même beaucoup plus loin avec l'existence de créatures type cryptides, type monstre du Loch Ness, Yeti, Bigfoot ou autres, qui sont rangées dans les affaires paranormales, ou encore par exemple les observations d'ovnis, l'ufologie, qui rentrent aussi dans le domaine très large du paranormal. Alors aujourd'hui le but de mon émission n'est pas de prendre un cas spécifique, une affaire paranormale, et d'en faire l'analyse, de la décortiquer et de vous dire si à la fin il y a bel et bien quelque chose de réel ou si tout ceci n'existe pas. Ce n'est pas le but de cette émission. Mon objectif aujourd'hui, donc en étudiant les phénomènes paranormaux, est de faire plutôt d'avoir un regard croisé sur une observation sur le pan religieux, le pan scientifique, le pan occulte, le pan psychologique, afin de croiser les différentes perceptions des phénomènes dits paranormaux, les contextualiser afin de les comprendre et donc de pouvoir les étudier correctement. Alors, n'attendons pas plus et voyons le plan de l'émission. Alors d'abord une petite introduction très rapide, c'est quoi le paranormal, tenter de quadriller un petit peu notre sujet. Ensuite on entrera dans la première partie, l'étude du paranormal à proprement parler avec ses différents regards croisés. Ensuite en deuxième partie on parlera des types de phénomènes, on tentera de les classer, de les catégoriser afin de mieux les aborder. Et puis la troisième partie qui sera plus technique, on va parler d'une méthodologie d'étude que je vous propose avec quelques outils, quelques clés, afin de ne pas sombrer dans les fantasmes et dans les délires les plus absolus, mais en gardant néanmoins une certaine ouverture d'esprit et ne pas tomber dans un scepticisme militant, si je puis dire, et de garder une certaine ouverture d'esprit, mais sans sombrer dans les paradoxes de l'extravagance, si je puis dire. Et puis nous terminerons avec une conclusion toute personnelle et une petite bibliographie, quelques conseils de lecture pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus. Alors, pour commencer, tentons de répondre à cette première question. Qu'est-ce que le paranormal et aussi les phénomènes paranormaux? Eh bien, si l'on reprend l'étymologie du mot, para, qui veut dire à côté ou hors de l'anormalité, comprenez, du réel. Là se pose une première difficulté. Qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que le réel? Eh bien, c'est ce que l'on va pouvoir considérer comme étant le champ de nos connaissances observables, mesurables et analysables. Les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, tout un tas d'autres choses. Donc de fait, le paranormal, c'est tout ce qui serait, dans l'absolu, hors du champ de cette réalité tangible et observable, qui violerait, qui serait en marge de ces règles connues à l'état. Et vous comprenez que cela va pouvoir évoluer avec le temps. Ce qui est connu à l'état actuel pouvant varier, ce qui est paranormal aujourd'hui pourra un jour potentiellement rentrer dans le champ de la normalité, si les règles sont modifiées. Évidemment, vous avez compris l'idée. Alors, dans le paranormal, on va y ranger tout un tas de choses, que ce soit la télépathie, la clairvoyance, la psychokinésie, la clairaudience ou la géobiologie, tout ce que vous voulez. Mais on va pouvoir aussi y rentrer, par exemple, les notions de cryptozoologie, l'existence hypothétique de créatures type Bigfoot, Yeti, Sasquatch, Dogman, ou tout ce que vous voulez, des créatures qui ne sont pas reconnues ou dont l'existence n'est pas démontrée sur le plan de la science et donc du réel. Et donc, nous sommes hors du champ du réel, possiblement. Donc, la cryptozoologie, c'est l'étude des créatures possiblement hors de cette réalité, pour les faire rentrer dans la réalité. Donc là, vous comprenez une chose essentielle. Le but des études dans le domaine paranormal, c'est de faire entrer des notions qui sont à l'état hors du réel, pour les faire rentrer dans le réel, si je puis dire. Et ça, c'est fondamental. Troisième exemple, c'est par exemple l'ufologie. L'étude, par exemple, des phénomènes ufologiques et une matière qui appartient au paranormal. Vu que dans nos connaissances actuelles et dans les lois de la science, l'existence des ovnis n'est pas prouvée. Donc de ce fait, c'est actuellement une parascience, si vous voulez. Donc là, vous voyez aussi la difficulté. Le paranormal et l'étude des phénomènes paranormaux, habituellement, appartient à des domaines de recherche qui sont soit des parasciences, des sciences à côté, si on reprend l'étymologie gentille, et si on prend l'étymologie un peu moins gentille, c'est ce qu'on va appeler les pseudosciences, ce qui n'est pas vraiment de la science. Là, dans un regard plus critique, si l'on peut dire. Alors, voyez un petit peu que le paranormal, c'est un sujet extrêmement vaste et difficile à cadrer, du moins difficile à étudier,
puisqu'on peut ouvrir des portes quasiment à l'infini, puisqu'on est hors du champ du réel, et on peut tout hypothétiser, tout imaginer, c'est absolument sans fin et sans limite. Dans l'absolu, dans une démarche paranormale, je peux hypothétiser n'importe quoi qui est hors du champ du réel, nous sommes dans une démarche paranormale. De là à dire que cela a un fond de réalité, un raisonnement ou quoi que ce soit d'autre, pas forcément. Et c'est justement ce que l'on va étudier dans les parties suivantes. Alors justement, on va rentrer dans la première partie, l'étude du paranormal avec ce fameux regard croisé. On va parler tout d'abord de cette difficile question, donc le surnaturel face au réel. Ensuite, on va aborder le regard religieux, avec la question par exemple des miracles, qui va me servir d'exemple. On va prendre une observation par le regard de la psychologie, en traitant du sujet de la superstition et des psychoses. On va prendre le regard de la science, avec le regard sur la parapsychologie, justement, une matière qui étudie le paranormal, mais aussi le scepticisme scientifique. Et puis on terminera cette première partie avec cette notion que j'appelle la frontière de l'invisible entre science et magie. La première question qui doit nous intéresser, c'est cette idée du surnaturel face au réel. Dans cette première lecture, il y aurait le champ du réel, les lois de la physique, les lois de la biologie, etc., de la même chose que je vous ai expliqué préalablement, c'est-à-dire tout ce qui est normal. Si je lance une pierre, cette pierre tombe. Si je lance une pierre et que cette pierre ne tombe pas, c'est de l'ordre du surnaturel, ce n'est pas normal. Cela viole les lois de la gravité. Donc si je jette une pierre et que celle-ci s'envole, eh bien nous sommes dans le cadre du surnaturel. Mais maintenant, inversons le problème. Si l'on considère que des choses existent hors du champ du réel, hors de la nature normale, eh bien celles-ci sont dénommées surnaturelles. Et pourtant, en fait, c'est simplement que ces choses hors du naturel sont seulement des éléments non compris ou non connus, et de ce fait, elles sont aussi normales, elles font aussi partie du réel, mais ne répondent pas ou ne rentrent pas dans le cadre de nos connaissances, ou du moins dans la limite de nos connaissances actuelles. Donc en réalité, le surnaturel désigne plutôt le réel qui est non compris que quelque chose qui est hors du réel, si vous voyez la démarche intellectuelle entre les deux. Donc, par exemple, si je m'intéresse au courant de l'occultisme fin du 19e, et certains comme Pierre Piob ou Stanislas de Guaita, ces derniers nous disent que le surnaturel n'existe tout simplement pas. Toutes les lois, pour eux, bien évidemment, les lois de la magie, de l'alchimie, de l'astrologie ou tout un tas d'autres choses, ce sont pour eux des choses bien réelles, mais qui sont non comprises par les sciences classiques, et donc de ce fait, elles sont qualifiées de surnaturelles hors du champ du réel, simplement par manque de connaissances. Voilà la difficile frontière entre les deux. Bien sûr, on peut aussi avoir un autre regard en considérant qu'il y a la normalité, le réel qui est encadré, et tout ce qui permet de violer les lois de la normalité, comme ce fameux caillou que je lance et qui s'envole, eh bien ce serait une action d'un phénomène qui est elle-même hors de cette réalité. Prenons un exemple, hypothétisons l'existence d'un dieu. Eh bien ce dieu lui-même est hors du champ de notre réalité. Donc lui peut avoir une action qui transcende les lois du réel et qui appartient donc au domaine du surnaturel. Donc par exemple dans les regards religieux, les divinités, les démons, les anges, les daimons ou tout ce que vous voulez sont des entités qui sont hors du réel et donc peuvent accomplir des actions surnaturelles par essence. Et on trouve la même chose évidemment dans toutes les religions. Et donc justement on va pouvoir avoir ce premier regard avec celui de la religion et notamment la notion des miracles. Dans une lecture religieuse, le surnaturel est omniprésent dans le principe même de la théogonie et de la cosmogonie. Je m'explique. Quelles que soient les religions, il existe en général l'idée d'une créature ou d'un ensemble de créatures qui aurait créé toutes les facettes de la réalité. Donc de ce fait qui aurait imposé une architecture, des normes et des lois de fonctionnement. Le fait que le soleil se lève de telle façon, se couche de telle façon, à tel endroit, dans un cycle perpétuel reproductible, etc. etc. Donc en gros, les entités célestes supérieures, les dieux, ou vous les appelez comme vous voulez, seraient à l'origine de tout cela. Néanmoins, eux-mêmes, par leur nature, et ayant créé tout cela, ont la capacité unique de pouvoir violer ces règles, du moins de les enfreindre, et donc de faire autre chose. Et donc de ce fait, quelles que soient les religions, encore une fois, le pouvoir du ou des divinités ou des êtres supérieurs et la capacité à pouvoir accomplir des actions qui sortent du cadre du réel et donc de la nature. Donc, de ce fait, grosso modo, on peut dire que les actions des divinités sont de l'ordre du paranormal si l'on employait les termes actuels. Alors évidemment, suivant les cadres religieux, on ne va pas forcément employer les mêmes termes, et la perception, ou du moins
l'explication à tous ces différents types de phénomènes sera différente. Mais si l'on prend par exemple le cadre du christianisme, ou même du judaïsme et de l'islam, la divinité unique créatrice de toutes choses a créé le réel tel de cette façon, mais elle-même peut largement dépasser ce cadre. Elle peut par exemple déclencher à volonté un tsunami ou un déluge pour éradiquer la population. Elle peut détruire des villes d'un simple claquement de main. Elle peut faire pousser des récoltes, jaillir de l'eau, faire pousser des fruits, tout ce que vous voulez, et ce, instantanément, en ne respectant pas le programme de la réalité, si je puis dire. Et donc, de ce fait, toutes les actions qui sont de nature paranormale sont attribuées à un être supérieur ou à un être qui n'est pas dans le champ de la réalité. Donc pour un chrétien, un juif ou un musulman, c'est Dieu qui peut accomplir les miracles. Mais de la même façon, quand il se passe des choses terribles, des choses qui sont non explicables aux yeux des individus dans une époque donnée, et qui sont mauvaises, par exemple une épidémie qui s'abat tout d'un coup, eh bien à l'époque, on ne considère pas que cette épidémie est dans le champ de la normalité. Et vous vous rappelez cette histoire de frontière entre ce qui est paranormal et ce qui est normal. Eh bien, au XIIe siècle, quand une épidémie apparaît, on pense que ce n'est pas normal, on pense que c'est l'œuvre d'une force surnaturelle, en l'occurrence d'un démon, qui a répandu le mal sur Terre. Donc, dans un cadre religieux, les actions paranormales peuvent être un miracle de la divinité, ou une malédiction, une damnation, un envoûtement, tout ce que vous voulez, dû à une force maléfique, type démon, ange déchu, ou tout ce que vous voulez. Alors prenons quelques exemples. Alors, la première et la plus importante, c'est ce que j'appelle l'acceptation du mythe, puisque c'est le principe même de l'adhésion à la foi. C'est la légitimisation du pouvoir divin. Prenons un exemple, c'est la multiplication des pains par Jésus, le fait qu'il ait marché sur l'eau, le fait qu'il ait ressuscité Lazare, ou encore le fait que Noé ait reçu un message divin pour monter sur une arche et repeupler la terre, etc., tout ce que vous voulez. Donc, le fait qu'il n'y ait aucune preuve historique archéologique de ces différents éléments veut dire qu'il y a une adhésion par foi, sans besoin de preuves. Et donc, ces mythes sont l'illustration de la nature divine, l'illustration de la réalité du divin dans le cœur des croyants, et donc le fait d'adhérer au mythe veut dire aussi qu'on adhère à la foi. Et on doit de ce fait accepter l'idée du miracle. Si le miracle n'existe pas, cela veut dire que la divinité n'existe pas et tout s'effondre. Donc il y a de facto l'obligation à l'adhésion du mythe fondateur. On va retrouver ça dans toutes les autres religions, que ce soit toutes les religions polythéistes de tout temps, c'est sensiblement la même mécanique. Là, je prends les exemples judéo-chrétiens, puisque ce sont les plus communs dans notre culture, si je puis dire. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà de ces mythes par adhésion, où on doit adhérer au mythe et donc à la puissance surnaturelle par foi, on a besoin de se rassurer par le miracle concret, le miracle palpable, celui que l'on peut toucher, voir. C'est l'immersion du surnaturel dans le réel, si je puis dire. Alors on a un exemple avec celui, par exemple, des miracles physiques avec les corps imputrescibles. Un individu qui aurait une vie particulièrement faite de sainteté, aurait accompli de grandes œuvres, serait au plus proche, monté au paradis au plus proche de la divinité, eh bien cela parfois se manifeste par le fait d'avoir un corps imputrescible. Donc, sur le plan d'un croyant, on va dire, regardez, c'est une preuve de sainteté, mais preuve de sainteté pour l'individu, mais qui veut dire aussi une preuve de sainteté, veut dire aussi une preuve de l'existence de la divinité, de l'existence du miracle et de l'existence donc du dogme, si je puis dire. Vous voyez l'idée, on est toujours dans l'acceptation de la foi, mais on se rassure par la preuve physique. Alors bien sûr, sur un plan scientifique, on pourrait étudier sur le pourquoi et du comment, etc. Le corps est imputrescible. Mais le fait d'avoir ce corps imputrescible, ce qui est surnaturel, puisque dans la normalité, un corps, ça pourrit. Donc de fait, ce miracle visible est encore une preuve d'adhésion. Du moins, quelque chose qui renforce l'adhésion à la foi. Autre exemple de ces manifestations, cette fois-ci visuelles, de miracles, c'est les apparitions. Les apparitions des anges, les apparitions de la Vierge, Jeanne d'Arc qui voit Saint-Michel et quelques autres personnages, Bernadette Soubirous qui voit l'apparition mariale à Lourdes, ou encore, je ne sais pas, l'empereur Constantin qui voit la croix christique apparaître dans le ciel avec des anges. Eh bien, toutes ces apparitions, c'est dire la preuve du surnaturel, qui veut dire la preuve de la divinité, qui veut dire la preuve de l'existence du dogme et de la réalité de la foi, en l'occurrence. Après, nous allons voir que cela, suivant le cadre de croyance, cela va profondément évoluer et changer dans le regard et l'observation suivant le cadre religieux dans lequel on se place, où l'on va interpréter différemment le même phénomène suivant le point d'observation. Mais ça, on l'étudiera en troisième partie.
Ensuite, un troisième exemple, toujours de miracle matériel, si je veux dire, c'est l'exemple des reliques. Une relique, un objet qui aurait appartenu à un saint, à Jésus ou à quelques autres personnages, serait chargé d'un pouvoir. C'est-à-dire que cet objet tout à fait normal, tout à fait physiquement observable appartenant au réel, posséderait en lui un pouvoir surnaturel. Donc quelque chose qui le relie au divin. Et donc le fait d'entrer en contact avec cette relique, de la toucher, de la regarder, de la sentir ou tout ce que vous voulez, pour avoir provoqué par action un effet surnaturel. Par exemple, la guérison d'une maladie incurable. Et donc de ce fait, l'adhésion à la foi, l'adhésion au fait que cette relique posséderait un pouvoir, peut avoir possiblement un effet sur l'individu. C'est encore une fois une invasion du surnaturel dans le réel. Mais ça, on va étudier vraiment tout ça, tous ces liens, tous ces contacts subtils dans la troisième partie. Pour le moment, continuons avec cette fois-ci un regard plus psychologique avec les notions de superstition et de psychose. L'une des choses qui est les plus fascinantes au niveau des religions, principalement les religions abrahamiques, c'est d'avoir justement combattu la notion de paranormal, et donc combattu l'existence des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire qu'aux yeux de la religion, les fantômes, les vampires, les loups-garous et tout ce genre de choses, ça n'existe pas spécifiquement. Ceci est de l'ordre de la diablerie et donc de l'illusion diabolique, mais n'aurait pas de réalité concrète. Sous-entendu, aux yeux des religions abrahamiques, le paranormal ou le surnaturel est réservé au miracle et donc réservé à la divinité. Tout le reste serait de l'illusion et donc né du diable. Et donc illusion veut dire aussi psychologie, veut dire que cela se passe dans notre esprit. Mais pourtant, malgré cela, le paranormal a toujours fait partie du quotidien des individus. C'est évidemment la mécanique de la psyché face à l'irrationnel. Face à quelque chose que l'on ne comprend pas, on lui trouve en général une explication de l'ordre du surnaturel, de l'ordre de l'incompréhensible, qui n'appartient pas au champ de l'acceptabilité, si vous préférez. Donc, on va prendre quelques exemples très simples. C'est la peur de la sorcellerie, qui existait depuis tout temps. On suspectait des individus de posséder des pouvoirs maléfiques, type le mauvais œil ou tout un tas d'autres choses. Mais ce qui est plus important dans cette histoire-là, c'est qu'au-delà du fait que des gens y croyaient, le fait, à minima, d'y croire provoquait un effet psychologique sur eux. Alors il y a deux options. Soit la sorcière ou le sorcier possède réellement le pouvoir du mauvais œil, et donc il possède un pouvoir surnaturel qu'il peut projeter. Ou alors inversement, cet individu ne possède pas de pouvoir, mais le fait de croire qu'il en possède un provoque un effet d'auto-envoûtement par l'individu, ou d'entrave, de psychose qui va se développer dans l'individu, et donc va donner une certaine forme de réalité au phénomène. Donc là, on est toujours encore sur cette frontière entre naturel ou surnaturel, c'est-à-dire naturel non compris. Soit la sorcière possède bel et bien des pouvoirs, ceux-ci ne sont pas connus, mais ils sont réels, mais incompris, donc surnaturels. Soit inversement, ces pouvoirs n'existent pas, mais l'individu, par sa propre psyché et en état de psychose, peut modifier ou altérer son état, quelque chose qui n'est pas surnaturel, qui est réel, mais difficilement compris, ou qui commence à être abordé sur le point de la psychologie de façon intéressante, qui ouvre du moins des clés de lecture. Un autre exemple, c'est celui des lieux hantés. Ça, dans le paranormal, cela existe. C'est quelque chose d'extrêmement présent, des lieux qui seraient hantés, des défunts qui ne seraient pas partis et qui auraient manifesté leur présence dans un lieu, des gens chassent les fantômes de nos jours, ou des gens ont fait des expériences de poltergeist ou de tout un tas d'événements de type paranormal dans des maisons. Et donc là, on est toujours dans de la même chose avec ce regard de la psychologie en double lecture. Soit il y a réellement un fantôme, et ce fantôme peut manifester des actions surnaturelles dans un lieu et les personnes en sont victimes, ou alors inversement, l'individu croit qu'il y a un fantôme, croit qu'il y a une possession, et donc s'auto-hypnose et se met en état de psychose lui-même, et engendre des phénomènes psychiques. Donc dans le cas, on retrouve la même lecture surnaturelle-naturelle, si vous voulez, qu'ils viennent de l'extérieur ou pas. La différence, elle est néanmoins fondamentale, et c'est ce qu'on abordera en troisième partie toujours, c'est si la maison est hantée et s'il y a réellement un fantôme, cela veut dire que ça suggère l'idée d'une vie après la mort. Donc, dans les superstitions populaires, qui flirtent aussi avec les notions de croyance, toujours pareil, si les fantômes existent, si la Dame Blanche existe, si les manifestations de poltergeist ou tout ça existent dans les maisons, ça veut dire qu'il y a une réalité invisible, surnaturelle, au-delà de cette simple réalité de normalité, et ça valide l'existence d'une vie après la mort, d'une hypothétique divinité, d'hypothétique entité, d'hypothétique démon, d'hypothétique religion, et c'est
sans fin. Vous aurez bien compris l'implication. Bien au-delà de l'étude du phénomène paranormal, l'existence même du phénomène paranormal peut, dans certains cas, ouvrir la porte à la légitimisation d'une religion, d'une croyance ou tout un tas d'autres choses, bien évidemment. Et de ce fait, et ça c'est le parallèle de l'autre sens, tenter de démonter les théories paranormales ou tenter de prouver que tout un tas d'éléments n'existent pas, et la tentative de prouver que certaines fois, certaines croyances, tout ça n'existe pas. Vous voyez l'idée, bien évidemment. Donc, c'est un sujet sensible. Alors prenons un dernier exemple de superstition qui amène à la psychose. Fut un temps on croyait à la sorcellerie, et il y a eu des procès en sorcellerie. C'est-à-dire que parfois il se passait des drames dans un village, prenons l'exemple à Salem, des événements étranges se produisaient, et on cherchait une explication à ces phénomènes, et vu qu'il n'y avait pas de réponse qui semblait normale, on associait l'existence du problème au surnaturel, et donc possiblement à la sorcellerie. Donc on tentait de résoudre le problème par une méthode qui tentait d'éliminer la sorcellerie, d'éliminer le surnaturel. Donc du coup, on cramait ou on pendait des sorcières, en l'occurrence. Donc vous voyez l'idée que le paranormal peut engendrer tout un tas, la croyance en un phénomène paranormal peut engendrer la psychose, peut amener au procès en sorcellerie, peut amener à la croyance, peut amener à la croyance en la vie après la mort, ou tout un tas d'autres choses. Vous voyez, c'est sans limite. Donc c'est un sujet fondamental, qui ne doit pas être mis à la poubelle. Alors justement, maintenant prenons un troisième regard croisé, celui de la parapsychologie et celui du scepticisme, ou plus largement, l'observation par les sciences. Évidemment, techniquement, sur le papier du moins, la croyance ne doit pas y prendre place. C'est-à-dire que dans une démarche scientifique d'expérience, que vous croyez ou non en la divinité, que vous soyez bouddhiste ou taoïste ou hindou ou musulman ou chrétien ou tout ce que vous voulez, ne doit pas entrer dans le champ du processus scientifique. Alors la parapsychologie, ce sont les études des phénomènes paranormaux, au sens extrêmement large, bien entendu. On va trouver d'autres matières, comme je disais tout à l'heure, l'ufologie et par exemple la cryptozoologie, qui sont, pour ces trois, désignées comme des parasciences ou des pseudosciences. Pourquoi sont-elles désignées comme ça? Eh bien, habituellement, dans le champ des sciences dures, ou même de certaines sciences molles, type la psychologie ou la psychiatrie, on considère que les protocoles méthodologiques de la parapsychologie, de l'ufologie et de la cryptozoologie ne sont en général pas très carrés au niveau de la méthodologie scientifique, et qu'il y a plusieurs problèmes dans leur méthode de travail, ce qui fait que les résultats sont biaisés. En général, ceux qui accusent ces matières de parasciences ou de pseudosciences vont considérer que leurs adeptes sont des croyants et tentent de prouver et donc de légitimer l'existence des phénomènes paranormaux, ce qui, vous l'avez compris, qui dit légitimisation d'une maison hantée, dit légitimisation de la vie après la mort, dit légitimisation d'un enfer, d'un paradis ou tout un tas d'autres possibilités, bien évidemment, suivant la croyance de l'individu. Donc, fatalement, ces matières dites parasciences ou pseudosciences vont avoir tout un tas de critiques qui vont leur tomber sur le nez. De l'autre côté, les scientifiques, techniquement, ceux qui doivent légitimement porter ce nom, vont utiliser des protocoles et des méthodes de recherche, mais en s'émancipant du concept de la foi. Mais, de facto, ils s'émancipent en réalité totalement du concept de surnaturel. Pour un scientifique, le surnaturel n'a pas sa place. Tous les phénomènes qui vont être étudiés sont des phénomènes normaux qui sont ou ne sont pas compris. Si un scientifique étudie la télépathie, il ne part pas sur l'optique que la télépathie est surnaturelle ou paranormale. Il considère simplement que la télépathie peut ou non être prouvée. Mais dans tous les cas, si elle existe, elle appartient au champ du réel, et si elle n'existe pas, elle n'existe pas tout simplement. Notons aussi que techniquement, en science, le but n'est pas de prouver l'inexistence, mais de prouver l'existence. Si un scientifique travaille sur la télépathie, il va tenter de mettre en place des processus, des protocoles de recherche, afin de mettre en place un système d'études qui va, à la fin, lui permettre de dire « j'ai des preuves qui constatent que la télépathie existe et fonctionne avec telle et telle et telle et telle méthode ». S'il n'y arrive pas, il n'arrive pas à démontrer l'existence du phénomène, il ne va pas dire qu'elle n'existe pas, il va dire « je n'ai pas réussi à mettre un protocole en place qui prouve l'existence de la télépathie ». Donc, à ce stade, rien ne permet de penser que la télépathie existe.
mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est du moins la méthode scientifique. Néanmoins, on a toute une frange inversée, c'est-à-dire que si au milieu on a les scientifiques, que d'un côté on a les croyants qui tentent de légitimer leur foi, et bien de l'autre côté on va avoir les scientistes, des gens qui, sous couvert d'une légitimation scientifique, ne sont pas là pour faire une expérience pour démontrer ou non un procédé, mais tenter de prouver l'inexistence. Donc ce sont des sortes de religieux inversés, si vous préférez, qui passent leur temps à tenter de prouver que les choses n'existent pas. Ils mettent un protocole pour, je reprends mon exemple de télépathie, mettent en place un process pour étudier le phénomène de la télépathie. À la fin, ils n'arrivent pas à démontrer que la télépathie est valide, et ils en concluent en disant « la télépathie n'existe pas ». Eh bien, c'est tout aussi péremptoire que les gens qui, par foi, vont dire ça existe de facto, parce que si, parce que ça, etc. Vous comprenez la problématique. Alors, la raison logique et le scepticisme scientifique, ça consiste simplement à mettre des processus et des protocoles de recherche et une méthodologie afin d'étudier les phénomènes dits paranormaux, afin en fait de les faire rentrer dans le réel. S'ils existent, et s'ils n'existent pas, eh bien, ils n'existent tout simplement pas, jusqu'à ce que quelqu'un prouve ou pas leur existence, tout simplement. Ça s'arrête là. Alors, le premier élément qu'on va retrouver dans la méthode scientifique pour étudier les phénomènes paranormaux, c'est la reproductibilité des phénomènes. Si quelqu'un prétend pouvoir faire de la télépathie, mettre en place des protocoles et voir est-ce qu'il peut reproduire ce résultat. S'il y arrive à reproduire tout le temps le résultat dit de télépathie, eh bien on va considérer que la télépathie existe. S'il n'y arrive pas, eh bien on dit on n'a pas de preuve que ça existe, tout simplement. Donc c'est souvent mis en avant par les recherches scientifiques à l'État, c'est le problème de la reproductibilité. Les phénomènes paranormaux sont-ils reproductibles? La question est là. Le deuxième problème, c'est l'effet tiroir. L'effet tiroir qui peut concerner aussi bien les adeptes croyants que les scientistes. C'est l'idée de dire on fait tout un tas d'expériences et je vais sélectionner les résultats valides qui vont plutôt dans mon sens et écarter les résultats qui ne vont pas trop dans le mien. C'est comme si, par exemple, vous prenez des gens qui étudient la télépathie, qui font 50 expériences, il y en a 20 positifs qui tentent à montrer l'existence de la télépathie, ils veulent conserver ces résultats en disant, vous voyez, il y en a peut-être 30 qui ont échoué, mais il y en a 20 qui réussissent, ça prouve que ça marche. Eh bien non, ça ne prouve pas. Et puis de l'autre côté, vous avez l'effet tiroir inversé, c'est-à-dire que vous avez un protocole de recherche, vous avez, pareil, 50 expériences de télépathie, vous en avez 20 qui fonctionnent, 30 qui ne fonctionnent pas, eh bien, vous allez dire, regardez, il y a une majorité d'expériences qui ne fonctionnent pas, ça prouve que ça n'existe pas. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait des 20 qui marchent? Ça ne veut pas dire qu'on doit les mettre à la poubelle et les oublier comme si ça n'était rien passé. C'est toute la problématique de l'effet tiroir. Ensuite, on va avoir le plus difficile, c'est l'effet expérimentateur. Vous avez une expérience dite paranormale qui fonctionne avec l'individu A, et qui ne fonctionne pas avec l'individu B et ne fonctionne pas plus avec l'individu C. Pourquoi? Eh bien, ça veut dire que le résultat est différent suivant les individus. Ça pose un problème avec la méthode scientifique. C'est que la méthode scientifique va nous dire, dans les mêmes conditions, avec le même matériel, le même cadre et tout un tas de mêmes choses, totalement équivalentes, le résultat doit être équivalent. L'expérience doit être reproductible. Et pourtant, souvent, dans les phénomènes paranormaux, l'expérience ne l'est pas reproductible. L'individu A a possiblement réussi, l'individu B et C ne réussit pas. Est-ce que ça prouve l'inexistence du phénomène? Non, ça prouve simplement que B et C n'y arrivent pas. Et A, possiblement, y arrive. Quelle est la différence entre A et les individus B et C? Donc c'est l'effet expérimentateur. L'individu a une part de réalité, un impact sur les résultats de l'expérience. On abordera largement cette question plus en détail dans la dernière partie. Mais c'est souvent un argument qui va plutôt en défaveur des phénomènes paranormaux, c'est la non-reproductibilité des expériences et le fait que suivant l'individu qui fait l'expérience, le résultat est différent. Et puis évidemment, le plus gros coup du problème de l'étude du paranormal, dans l'observation scientifique, c'est qu'il y a énormément d'illusionnistes et de charlatans, de gens qui créent de faux phénomènes paranormaux par de la mystification et tout un tas d'autres choses, et donc les scientifiques doivent aussi passer leur temps à démystifier les canulars et les illusionnistes et combattre les charlatans pour tenter, une fois tout ceci fait, d'étudier les quelques cas possiblement intéressants et possiblement réels, ce qui est une difficulté dont on se serait bien passé dans le carcan scientifique, si je puis dire. Alors, pour terminer cette première partie, revenons sur cette problématique qui est absolument centrale, c'est-à-dire c'est la frontière invisible entre la science et la magie. Où commence la science, où s'arrête-t-elle? Où commence la magie, où s'arrête-t-elle?
eh bien tout ceci est totalement subjectif. Dans cette playlist d'émissions, je vous ai fait plusieurs émissions qui traitaient du phénomène de la magie, avec les notions de magie, de sorcellerie, de magie psychique et tout un tas d'autres choses. Et je pense que vous êtes habitués à la complexité de ce terme de magie, qui n'est pas simplement la magie, c'est les trucs qui sont hors de la science, qu'on n'explique pas, qui sont surnaturels. Non, en réalité, dans l'optique des adeptes de la magie, entre parenthèses, la magie, ce sont des processus naturels, mais qui ne sont pas compris actuellement par les lois scientifiques. C'est du moins leur postulat. Donc, de ce fait, ça veut dire que si demain, les mécaniques de la magie sont comprises, elles entreront de ce fait de facto dans le domaine de la science, et seraient possiblement reproductibles et tout ce que l'on veut. Le problème étant que la science va toujours faire la même chose en disant, bah oui, mais vous voyez bien que dans les mêmes conditions, le processus de reproductibilité de l'expérience ne prouve pas l'existence de la magie, et donc ne prouve pas l'existence du surnaturel. Et puis, de la même façon, les adeptes du surnaturel vont dire, bah oui, mais c'est le principe de l'effet expérimental.